Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, ce magazine consacré à l'actualité économique du continent, le continent africain qui est doté d'un immense potentiel énergétique, tant les énergies fossiles que les énergies dites renouvelables. Mais le contraste qui s'impose, c'est la faible couverture du réseau électrique, une situation à laquelle les autorités s'attellent à donner une réponse adéquate. Plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, soit un taux d'accès légèrement supérieur à 40%, le niveau le plus faible du monde. Et pour ceux qui ont accès depuis quelques années, les cours ne cessent de progresser. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle augmentation des tarifs de l'électricité. Quelle implication sur la vie des populations au quotidien? Pourquoi en est-on arrivé là? Un secteur si vital ne pourrait-il pas être subventionné pour offrir un parapluie de soutien face à la montée de l'inflation? Nos invités nous en diront un peu plus tout à l'heure. Docteur Christophe Kwame, vous êtes le président de Civis Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec nous ici en studio, M. Marius Komoé, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, en Côte d'Ivoire, on annonce une augmentation des prix. Mais au niveau de l'électricité, qui est chargé de cette évaluation ou de fixer les prix? Est-ce les acteurs, les producteurs du secteur même qui s'entendent? Est-ce qu'il y a un régulateur ou c'est l'État qui fixe les prix et on y va? Il faut rappeler déjà que nous sommes en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, c'est une république démocratique présidentielle. Donc, tout ce qui touche à la gestion des secteurs sensibles comme l'énergie, la gestion se fait par le gouvernement ivoirien. La CIE n'est qu'un concessionnaire. L'État lui concède une gestion de l'énergie relativement à la partie en lien avec les consommateurs citoyens que nous sommes. Donc, en un mot, c'est le gouvernement qui s'occupe de réguler, qui s'occupe de fixer, qui s'occupe de discuter avec le concessionnaire qui est la compagnie ivoirienne d'électricité. D'accord. Est-ce que dans cet aspect-là, on peut voir ou on pouvait déjà voir les facteurs qui allaient occasionner cette augmentation? Est-ce que cette augmentation était prévisible selon vous? Bon, avant déjà de répondre même à cette question, je rappelle que, comme l'a dit le docteur Christophe Kwame, que les tarifs de l'électricité au plan national sont l'apanage d'abord, c'est vrai, du gouvernement, mais surtout de l'organe de régulation, qui n'est autre que l'ANARE, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est sur proposition de l'ANARE que les tarifs donc sont modifiés ou ajustés. Et il y a également une commission consultative en charge de régler les questions de tarifs sur l'électricité. Et c'est à la suite de l'analyse de cette commission sur proposition de l'ANARE que le gouvernement, à travers le ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, aux côtés duquel aux côtés de qui se trouve le ministère de l'Économie et des Finances, fixe donc le prix de l'énergie au plan national. Donc, pour répondre maintenant à votre question, je puis vous dire que nous nous attendions à cela en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, puisque nous suivions la courbe d'évolution des prix et de stabilité de ces prix au niveau national. Et bien évidemment, nous avons décelé à un moment donné, depuis plus de 2 ans, pour ne pas dire 4 ans, des dysfonctionnements importants qui devraient amener certainement l'État à procéder à un ajustement depuis plus de 4 ans. Cela n'a pas été fait. Là où beaucoup de pays qui nous entourent avaient déjà procédé à un ajustement. Cela a été constaté également à cause de la question de la Covid. Pour certains pays non moins importants comme le Ghana, qui est aujourd'hui un grand pays producteur d'énergie, mais il y a eu aussi la question de l'Ukraine, qui est venue donc mettre le branle-bas dans le secteur de l'énergie également. Donc, l'un mis dans l'autre. Et au plan national, il y a eu un dysfonctionnement déficitaire au plan financier important. Voilà. Et c'est un boulet que traîne notre secteur de l'énergie depuis plusieurs années, sur différents régimes. Et nous espérons que la situation trouvera solution, parce que même pour les investissements au niveau du secteur, pour permettre à chaque citoyen où qu'il se trouve d'avoir accès à l'énergie, ce qui est un droit fondamental pour nos populations, l'État a dû également s'endetter. Voilà. Et donc, de 33%, nous sommes aujourd'hui à plus de 81% de couverture nationale de l'électricité. Cela ne s'est pas fait
ex nihilo. Cela ne s'est pas fait comme par la magie. Il a fallu donc que l'État passe chercher les financements, l'État passe chercher les moyens nécessaires donc aux investissements pour permettre aux populations d'avoir accès à l'énergie. Et donc, l'un mis dans l'autre, cela devrait donc impacter sur le prix de l'énergie tel qu'annoncé par le gouvernement. Alors, quand on sait que la Côte d'Ivoire se lance ou s'est lancée dans un programme de solidarité, comme on le dit, est-ce que le secteur de l'électricité, qui est un secteur aussi vital, n'aurait pas pu être subventionné pour permettre aux Ivoiriens, en tout cas, de tenir cette traversée? Alors, quand on parle de subvention, on voudrait dire que le prix final doit être supporté en partie par le gouvernement. Pour cela, il faut qu'un gouvernement, et je répète encore que nous sommes en République, un gouvernement puisse sortir des excédents avec une production financière ailleurs. Exactement. Dans le cadre précis aujourd'hui, le gouvernement dans sa globalité, avec sûrement tous les investissements, tous les chantiers que vous voyez dans la République, est déficitaire. Le secteur précis de l'énergie est déficitaire. Un autre élément qui s'ajoute, c'est le changement climatique. Vous allez à Tabo, vous allez voir que au niveau des cours d'eau, les niveaux sont en train de baisser. Tout à fait. Le gouvernement ayant pris information de cela est en train de prévoir dans le Nord un système avec le système solaire. Une nouvelle politique énergétique avec l'énergie solaire. Mais au-delà de ça, il a dit tout de suite, effectivement, la Covid est venue. Donc, l'idée pour nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, ce qu'on dit au niveau de la macroéconomie, quand les statisticiens ont discuté, les techniciens de l'ANARE ont discuté que cela est sur le bureau du gouvernement, quelle que soit la qualité de l'ambition des infrastructures nouvelles, il faut que le système de gouvernance du point A à un point B soit un système de gouvernance sécuritaire, que l'État voit l'évolution des populations relativement aux besoins de l'industrie, relativement aux besoins de, je dirais, en énergie. Des mêmes populations. Voilà, des mêmes populations. La demande. La demande. Donc, il y a l'évolution de la population, nous sommes à 29 millions. Oui. Il y a la demande des populations, il y a les industries, et il y a les ressources qui se raréfient. Exactement. Ressources financières et ressources climatiques. Avec cela, pour nous, le gouvernement devait gérer au mieux le peu de ressources qui restent. Voilà ce que nous pouvons dire relativement à tout ça que les citoyens nous posent les questions tous les jours de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà comment expliquer la situation d'aujourd'hui. Alors, quand la question a été posée, en tout cas, le porte-parole du gouvernement avait signifié, et même la publication a indiqué que c'est une certaine catégorie qui sera indexée par cette augmentation. Là aussi, s'il vous plaît, je m'excuse de reprendre la parole. L'égalité devant la loi dit que dans la République, tout à l'heure je vous ai amené à la République parce que justement nous avons écouté. Dans une République, on lève les impôts en fonction de la capacité des uns. L'idée des impôts qui vient de 1789 dit qu'on fixe un pourcentage, une quotité. Vous êtes payé à 100 000. Si on fixait la quotité à 10%, vous ne payez que 10 000. Si vous êtes payé à 1 million, vous payez 100 000. Donc, le fait que le gouvernement lui-même crée l'inégalité en disant que ceux qui sont au-dessus de 15 ampères vont payer cette nouvelle taxe et impôt, et ceux qui sont en deçà n'est même pas une décision républicaine. La République veut que chacun, en fonction de sa capacité, participe à l'assiette fiscale. Ça aussi, c'est une mauvaise décision, et je l'assume. Vous partagez ce point de vue. Et la question que je vais terminer encore sur cette question, il a dit qu'il y a certaines catégories qui seront indexées par cette augmentation. Mais finalement, on voit que ce sont les entreprises qui seront touchées, ce sont des ménages au-dessus de 15 ampères qui seront touchés. Mais ces entreprises qui seront touchées, forcément, il y aura un impact sur les prix des produits et services qu'elles vont offrir. Donc forcément, il y aura une répercussion sur les populations qui ne payent pas directement sur la facture. En ce qui concerne les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs, toute augmentation d'un produit, quel qu'il soit, suscite chez nous beaucoup d'appréhension. Acrimonie, angoisse, peine et même souffrance. Parce que on a beau le dire, mais il ne faut pas perdre de vue que l'État, tout État, dans n'importe quelle nation,
n'a pas de champ de café ou de cacao ou alors, je veux dire, un rapport locatif de maisons qu'il met à la disposition d'un certain nombre d'une couche sociale dont les rapports locatifs, au risque de me répéter, lui permettent donc de financer la politique de développement destinée aux populations. C'est dans la poche des populations que l'État viendra toujours chercher donc les voies et moyens pour pouvoir naturellement honorer ses engagements vis-à-vis des populations. Programmes de gouvernement, projets de société qui nous sont présentés d'ailleurs lors des campagnes électorales. Dans le cadre de l'électricité, quand nous étions à la table de discussion, notre préoccupation a été beaucoup portée sur justement ceux qui sont vulnérables, les populations les plus vulnérables, aux économies assez faibles, eu égard à la situation qui prévaut dans notre pays. Et à la matière, en regardant le parc d'abonnés du concessionnaire, nous sommes en matière d'énergie, nous nous sommes rendus compte que 89% d'Ivoiriens sont des abonnés à 5 ampères et à 10 ampères. Et 11% qui constituent un autre pack, le dernier pack d'abonnés, concerne uniquement ceux de 15 et au-delà, y compris les industriels. L'État nous proposait donc, soit dans la volonté de l'État, c'était comme l'a dit le docteur Christophe, c'était d'éparpiller, pour ne pas dire d'étendre cette augmentation à toutes les couches, sans exclusif. Mais nous avons préféré que, au regard de la situation sociale de la majorité des Ivoiriens, les plus vulnérables, que cette augmentation ne touche point ceux abonnés aux 5 ampères et aux 10 ampères, qui constituent le plus grand lot du parc d'abonnés du secteur. Et donc, l'État, avec cette politique, a pu engranger, dit-on, 78 milliards. Dans les faits, l'État était à la recherche de plus d'une centaine de milliards. Dans la table de négociation, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. On ne peut pas tout acquérir. Et le docteur Christophe en sait quelque chose, lui qui est régulièrement à la table de discussion avec l'État. Il sait bien que nous y allons avec des idées. Nous sommes convaincus de faire valoir nos idées, mais il arrive des moments où nous sommes tenus de céder certains pans essentiels de notre lutte au profit donc de la survie d'un secteur aussi important comme celui de l'électricité, parce que ce qu'on nous rétorquait en face, c'est que si rien n'était fait, eh bien, il est sûr et évident que le secteur allait connaître des dysfonctionnements importants, allant jusqu'à l'interruption de la fourniture de l'électricité pour les ménages, y compris les industriels. C'est pas ce qu'on pourrait souhaiter. Voilà donc. Alors, déjà, en parlant de solutions envisageables, vous avez parlé de cette politique, cette nouvelle politique énergétique que le gouvernement est en train de mettre en place avec le solaire dans le Nord. Est-ce que il n'est pas temps d'ouvrir le secteur de l'énergie à d'autres acteurs? Parce que depuis, en tout cas, beaucoup d'années, on parle de monopole au niveau de la distribution et autres. Est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager d'autres options au niveau de la gestion pour permettre de maintenir des tarifs supportables aux populations, que chacun puisse trouver sa source d'énergie? Pour tel autre, le solaire, pour tel autre, le bio. C'est le combat que nous menons au quotidien. D'ailleurs, il faut diversifier notre capacité de production énergétique au niveau national. Ça, c'est du 1. Du 2, il faut mettre un terme au monopole. Parce que pour nous, organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, tout monopole constitue un tombeau pour le consommateur. C'est jeter le consommateur à la vindicte d'un opérateur à qui l'État concède ce pas essentiel d'un secteur public d'activité. Et donc, pour nous, en diversifiant notre capacité de production et en orientant cette politique de production vers de nouvelles énergies, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie, il y a plusieurs biomasses, il y a tellement de possibilités pour nos États de diversifier et d'arrêter simplement de continuer à produire l'électricité qu'avec nos barrages et donc de façon hydroélectrique et avec aujourd'hui le gaz
Et aujourd'hui, il faut aller plus loin, surtout qu'on a du soleil 24 heures sur 24, que dis-je, en abondance. J'allais dire en abondance et toute l'année sous nos cieux. Et donc, il faut vraiment que nos gouvernants comprennent la nécessité d'investir dans ce sens, que de continuer à concéder ce pas essentiel de l'activité énergétique à un opérateur très souvent privé qui n'est pas philanthrope, qui vient naturellement pour gagner de l'argent et souvent fait tout et risque de me répéter n'importe quoi en violation flagrante des droits et des intérêts des consommateurs qui ne savent. Et le plus grave dans cette histoire, c'est qu'on met en place un organe de régulation, on met à la tête de l'organe de régulation des anciens cadres de l'opérateur à qui on a concédé justement la gestion du secteur. Quand on prend un cadre d'un opérateur privé à qui on a concédé la gestion du secteur pour venir le déposer à la tête d'un organe de régulation, lui qui a des accointances énormes et qui a eu à passer des années professionnelles aux côtés des cadres, des autres cadres, des responsables de cette entité, c'est pas évident qu'il soit véritablement impartial. Or, l'impartialité d'un organe de régulation est le fondement d'ailleurs le début du fondement de la défense des droits et de la protection des intérêts des consommateurs. Nous le constatons dans le secteur de l'énergie, de l'électricité donc, nous le constatons également dans le secteur des télécommunications et dans d'autres secteurs non moins importants où nous avons préféré. Beaucoup d'encre à couler aussi. Oui, on préfère nommer très souvent à la tête des organes de régulation pour des besoins d'autres politiques, des hommes et des femmes qui n'ont pas de compétences réelles dans le domaine qu'ils ont en charge de réguler, contrairement au secteur de l'énergie où les responsables du secteur le premier responsable de la régulation est un acteur du secteur seulement qu'il vient de l'opérateur privé à qui l'État a concédé la gestion du secteur. Docteur Christophe Kwame, votre avis sur cette question? Est-ce qu'il faut ouvrir à d'autres sources d'énergie au plus vite et libéraliser le secteur? En réalité, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est de ce qu'il vient de dire, c'est relativement, ça s'appelle le pantouflage dans le cadre de la lutte contre la corruption. La loi 2013-660 dit clairement que le pantouflage est interdit. Un ancien fonctionnaire ou fonctionnaire de l'administration, d'un délai donné, ne peut pas sortir de l'administration publique ou le contraire, ou du privé pour travailler dans le public. Aujourd'hui, à l'affaire McKinsey en France, où les anciens de la fonction publique sont dans le privé et vice-versa. La loi 2013-660 l'interdit, ça s'appelle le pantouflage, pour ceux qui veulent aller faire des recherches. Le deuxième point, c'est le monopole. La formule de Klickgard qui dit clairement que quand il y a monopole et que de manière discrétionnaire, la compagnie ivoirienne d'électricité peut travailler, il y a un risque pour le consommateur au final. Ces deux éléments, avec la crise actuelle, nous appelons le gouvernement à s'asseoir et à décider de changer de paradigme. En termes de concession, des contrats de qui gère quoi, de qui on nomme, mais surtout, la deuxième question que vous avez posée, c'est-à-dire la diversification. Nous avons de l'eau, certes. Nous avons le soleil, je dirais 20 heures sur 24. Nous avons le vent. Nous avons la biomasse qui se perd dans le nord et partout dans nos champs. Donc, s'arrêter à un système un peu qui devient un système de rente, parce que l'eau, depuis 1960, on a installé les barrages, ça devient une réflexion de gestion avec un système de rente. Il faut le changer. Donc, pour nous, il faut que le gouvernement, avec cette crise, vraiment tire les leçons, appelle une cellule de crise avec nos parlementaires, les députés et les sénateurs, avec une commission parlementaire pour travailler là-dessus en urgence, parce que le nombre de population ne va pas diminuer. Nous sommes 29 millions, bientôt on sera 30-35. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que même quand on enlève la population vulnérable, la population vulnérable va indirectement être impactée par l'augmentation. On va donner un exemple simple. Le monsieur qui est vulnérable, qui habite n'importe quel sous-quartier,
aura besoin de se déplacer d'un véhicule d'un point A à un point B. Pour le moment, l'électricité, la consommation, le carburant n'a pas encore augmenté, mais tout le système de production des aliments avec les industries, si vous avez un impact énergétique à partir du 1er juillet, parce que c'est la date, mais vous allez être obligé de le rentrer dans le prix de revient. Donc, toutes les populations vulnérables, au niveau de la vie chère aujourd'hui, vont sentir d'une manière ou d'une autre cette augmentation. Ce qui veut dire que, même en les laissant, pour nous, c'est pas la solution. Pour nous, les ressources sont en train de se réduire. Le gouvernement doit être un peu plus professionnel avec le peu de ressources qui restent. Voilà une solution, voilà 2 solutions, voilà 3 solutions. Donc, nous espérons que le gouvernement, dans son pipeline, a déjà prévu ce que nous sommes en train de dire et que d'ici les mois à venir, nous verrons la commission parlementaire qui va commencer à plancher sur le secteur de l'énergie. Justement, sur ce même secteur de l'énergie, aujourd'hui, on parle de l'électricité, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette tendance va se répercuter sur d'autres secteurs? On parle que de l'électricité aujourd'hui, demain c'est peut-être le carburant, le gaz, alors, en tout cas tout ce qui est le secteur de l'énergie. Au vu de l'équilibre financier, sans aller dans le déficit de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la cagnotte financière, si on parle de macroéconomie, le service de la dette, le crédit actuel, le dernier crédit que le gouvernement vient de prendre à le FMI avec notre quotité de 400%, qui doit être remboursé avec des conditionnalités. Je le dis, je l'assume, citoyen ivoirien, le petit jet que vous avez là, gardez. Il faut sécuriser. Il faut sécuriser. Parce que juste après le communiqué des 78 milliards que les 15% vont nous donner, le lendemain, il y a eu l'autre communiqué d'un prêt de 187 milliards, 185. Donc, si vous faites 78 moins 185, il reste encore 100 milliards que le gouvernement doit trouver dans le cadre précis de la gestion macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Et donc, oui, consommateurs ivoiriens, citoyens ivoiriens, sécurisez le peu que vous avez parce que le gouvernement ivoirien va procéder, et je l'assume, à d'autres augmentations pour pouvoir équilibrer l'argent qui est là, pour payer les infrastructures dans lesquelles nous sommes engagés et pour payer, je dirais, le bien-être sur la vision du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui choisit en priorité où il veut aller avec notre argent pour nous donner le bonheur en retour, parce que le gouvernement travaille pour les citoyens. Donc, sur la base des documents que nous lisons, sur la base des rapports que nous avons à notre disposition, nous affirmons aujourd'hui que le gouvernement va passer encore par d'autres méthodes pour pouvoir combler le trou actuel, et donc il va y avoir augmentation. Il va y avoir augmentation, et pour faire face à cela, au niveau des consommateurs, est-ce que vous avez déjà initié une arme? Est-ce que vous avez déjà initié quand même des campagnes de sensibilisation? Parce que pour éviter de trop dépenser, il faut savoir gérer son électricité ou son peu qu'on a. Est-ce que déjà il y a une sensibilisation au niveau des populations pour dire attention, pour moins dépenser, pour moins gaspiller, voilà ce qu'il faut? Dans les faits, il ne revient pas aux associations de consommateurs de faire le bonheur des populations partout dans le monde. Les associations de consommateurs, tout comme toute organisation de la société civile, contribuent au bien-être des populations par la pertinence de leurs remarques, la pertinence de leurs suggestions et de leurs propositions en vue d'amener nos gouvernants à s'en saisir pour élaborer leur politique de développement. C'est pas les associations de consommateurs partout dans le monde qui viennent au devant des populations lors des campagnes électorales pour leur proposer le bien-être. C'est les gouvernants qui viennent nous proposer des projets de société, des programmes de gouvernement. Quand un régime, une fois accédé au pouvoir, multiplie le nombre des dettes d'un État, l'argent ne sera pas payé par des tiers autres que la population de l'État dans lequel la dette a été contractée. Ce qui veut dire que toute dette contractée par un État sera payée par les populations de cet État à travers les taxes et les impôts qu'on viendra chercher dans leurs poches et leur porte-monnaie. Il faut que cela soit clair et soit compris. De sorte que tous ceux qui soutiennent
la course effrénée en endettement en assume les conséquences lorsque l'État procède à des augmentations du coût des produits de grande consommation. Pour nous, organisations de consommateurs, quand nous élevons la voix pour dire qu'on n'est pas d'accord à la course de l'endettement, il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est une façon à nous déjà de défendre leurs droits et de les interpeller sur la nécessité de nous aider ensemble, d'une seule voix, d'amener le gouvernement à procéder par d'autres méthodes pour assurer le développement de la nation que de continuer l'endettement effréné, la course effrénée à l'endettement. Cela dit, y aura-t-il augmentation les mois et années à venir? Tout porte à le croire, eu égard à la situation financière du pays, eu égard aux nombreux déficits constatés dans la majeure des secteurs d'activité les plus importants. Donc, pour nous, nous restons donc sur notre fait et observateurs de l'action du gouvernement. Nous espérons toutefois, et là, nous félicitons le ministère du Commerce qui a bien perçu l'importance de l'action du gouvernement et ses répercussions sur le coût de la vie au point de sortir un communiqué pour interpeller les opérateurs du secteur industriel, le secteur industriel et les opérateurs économiques de s'abstenir de toute augmentation de leurs produits à compter du mois de juillet. Nous attendons la mise en œuvre effective lorsque justement l'augmentation aura été une réalité avérée. Il n'empêche que, en tant qu'organisation de consommateurs, nous demandons aux Ivoiriens, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, que nous soyons tous unis pour le même combat. Ce combat-là, c'est notre bien-être social. Ce qui nous oblige à définir nos priorités. Quelles sont nos priorités, nous, en Côte d'Ivoire? Quelles sont notre volonté manifeste de pouvoir avoir accès aux soins de santé, à la nourriture, à l'habillement, à l'éducation de nos enfants, et j'en passe, y compris au logement et aux énergies. Si d'ordinaire, nous devrons utiliser les réseaux sociaux pour faire autre chose que de faire la promotion de nos priorités. Et donc, c'est ensemble que nous pourrions naturellement amener le gouvernement à comprendre la nécessité, parce que ceux qui augmentent le coût de l'électricité, et ils ne payent pas l'électricité. Absolument. Les membres du gouvernement ne payent pas l'électricité. Le président de la République ne paye pas l'électricité. Les ministres, le premier ministre et son cabinet, ils ne payent pas l'électricité. Ils ne payent pas le carburant. Mais c'est la population qui paye. Donc, allons-y sachant notre priorité. C'est un cri de cœur et c'est ensemble avec les populations que cela pourra être fait. Une demi-heure, c'est très peu pour parler de cette situation vraiment qui concerne toutes les populations. Dr Christophe Kwame, nous vous donnons 30 secondes, votre mot de fin. Nous appelons le gouvernement et tous ceux qui en Côte d'Ivoire gèrent les finances publiques à plus d'efficacité, à plus d'efficience. Les ressources s'amenuisent. Et donc, le peu de ressources qui restent, nous demandons à ce que, avec un leadership transformationnel, avec un changement de paradigme, tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, les hauts cadres, puissent se mettre à l'école du renouveau. Renouveau de gestion, renouveau énergétique, renouveau fiscal. Il existe encore des poches. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint sa pression fiscale qui a été fixée à 20%. Nous sommes à 14%. Donc, que les membres de la fonction publique se mettent à travailler, fassent les réformes pour que le Garbatiki, qui fait 400 000 francs CFA, soit fiscalisé en lieu et place d'un pharmacien qui fait 200 000 francs par jour qui est fiscalisé. Voilà ce changement de paradigme auquel nous appelons nos gouvernants. Changement de paradigme, efficacité, efficience et surtout convergence d'action. Merci encore pour vos contributions, M. Marius Komoé, président du Conseil national de l'Organisation des consommateurs de Côte d'Ivoire, et Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire. Merci pour toutes vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.